Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Place au Sport, c'est déjà le 3e numéro. Si vous aimez l'OM, si vous êtes Marseillais, vous n'allez pas être déçus. Si vous aimez la politique aussi, je vous propose d'accueillir avec moi Renaud Muselier. Renaud Muselier, bonjour. Bonjour. Renaud Muselier qui a été ministre, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, c'était de 2002 à 2005, c'était Villepin, le Premier ministre, et Michel Barnier. Non, c'était Raffarin et Villepin, le ministre des Affaires étrangères. Ah, vous aviez survécu à un changement de Premier ministre. Voilà, alors, on va parler de sport, évidemment. Je vous rappelle la structure de cette émission, si je puis dire. Dans un premier temps, on va parler de la découverte du sport par Renaud Muselier, quand il était enfant notamment. Ensuite, de sa pratique du sport. Ensuite, on s'intéressera à ses convictions, il en a, et à ses rêves, il en a également, évidemment. Renaud Muselier, je rappelle que vous êtes né à Marseille, on va vite l'entendre à votre accent chantant. Vous êtes médecin et donc investi en politique depuis quand? Quand est-ce que, avant de parler du sport qui rentre dans votre vie, quand est-ce que la politique est rentrée dans votre vie? En fait, j'ai fait du syndicalisme étudiant à la fac, ouais. parce que j'avais un problème de conflit avec les militants de l'UNEF qui voulaient m'imposer un certain nombre de choses. Donc j'étais élu représentant d'étudiants à la fac, mais sur une liste apolitique. Et puis après, je me suis engagé vraiment à droite quand il y a eu la réforme des études médicales qui a été faite par l'époque par Rally de Savary. Ministre communiste de la santé à l'époque. Ouais. Et donc, parce que là, ils avaient modifié complètement le cursus. Et moi, j'étais en milieu de cursus et j'estimais qu'ils modifiaient les règles du jeu en cours de partie. Donc, on retrouve, sportif, déjà je m'étais engagé dans un processus, j'avais passé un concours difficile. En plein milieu du match, ils me changent les règles. Donc, j'étais devenu leader des étudiants en médecine au niveau local et au niveau national. Et puis après, mon doyen de fac est rentré au RPR. Après, je suis rentré au RPR. Donc, c'est un cheminement de liberté, en fait. Qui vous a amené donc à être député plusieurs fois, une fois de 93 à 2002, puis de 2007 à 2012, et enfin donc on a le titre de ministre lorsqu'on a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères. C'était donc entre juin 2002 et mai 2005. Mais on est là pour parler de sport. Alors on a vu comment la politique est entrée dans votre vie. Moi, ce qui m'intéresse ici, on a le temps, on s'installe, on est bien. Comment le sport entre dans votre vie? Est-ce qu'il y a une image où vous vous dites tiens, pour la première fois, j'ai senti une émotion sportive? En fait, j'ai toujours fait du sport en individuel, en équipe. Et en fait, mes parents m'ont mis très très tôt à la montagne au ski. Et donc, j'ai grandi sur des... Oui, mais il y a des petites stations dans les Alpes de Haute-Provence, particulièrement aux Sauzes, où j'ai grandi là-bas et j'ai skié très vite, puisque dès que j'avais l'âge pour me tenir debout, je skiais là-bas. Et puis j'ai skié en compétition assez vite avec des personnalités comme Carole Merle. Dans la vallée, il y avait ce qui s'appelait le groupe sportif Sauce Barcelonnais, le GSSB. Ouais. Et donc, en tant que citadin, je skiais avec eux. Et donc, j'ai toujours fait du ski. Puis après, j'ai fait du judo. Après, j'ai fait du karaté. Après, j'ai fait du rugby. Et après, chaque fois, j'ai fait du sport pour m'épanouir. Comme je suis un garçon un peu nerveux quand même, ça me permet de retrouver un calme, une détente. Quel niveau en ski? Quel niveau j'ai mon chamois d'or. Chamois d'or? Voilà, j'ai mon chamois d'or. Oh bah ça rigole pas. Oui, parce qu'après, je voulais être moniteur. Après, je voulais faire une partie de ma carrière aux Sauzes, d'ailleurs. Bon, vous me faites rêver déjà, parce que Barcelonnette et les Sauzes, moi j'adore. J'adore ce coin. C'est une très belle vallée. Ah, c'est une beauté. C'est une très belle vallée. Alors ça, c'est pour la pratique du sport. La découverte maintenant, le stade. Quel stade en premier? Vélodrome? Vélodrome. Ouais. Vélodrome. Mes parents n'aimaient pas le foot. Et moi, j'adorais l'ambiance. Donc j'avais trouvé un truc qui était pas mal et qui était assez sympa d'ailleurs. C'est que à l'époque, il y avait c'était pas le Vélodrome, il y avait les populaires avec un stade qui était très particulier. Et ce qui était vachement sympa, c'est qu'on était debout et c'était gratuit pour les enfants. Donc si on était accompagnés. Et donc mes parents me laissaient partir, d'ailleurs j'avais 8, 9 ans, 10 ans. J'allais au stade, je ramassais quelqu'un à l'entrée du stade en disant « Je voulais pas être mon papa pour passer le truc ». Et puis donc il me passait ça. Alors il y avait un truc qui était très rigolo et ça me fait toujours rire, hurler de rire même. Le Vélodrome, il avait donc des populaires, et puis il y avait les quarts de virage, et puis après il y avait, les populaires, les virages, les quarts de virage et les tribunes officielles. Et donc moi j'étais dans les populaires, je passais dans les quarts de virage, je passais dans les tribunes, et maintenant je suis assis officiellement dans la présidentielle, ça me fait un petit cheminement rigolo. Le temps passe. Alors, premier paradoxe, faire du ski quand on est Marseillais. Deuxième paradoxe, faire du rugby quand on est Marseillais aussi. J'ai beaucoup joué quand j'étais au lycée et je suis assez habile avec mes mains en fait. Pour un médecin, il vaut mieux. Donc ça peut être utile. Et quand je suis rentré à la fac,
L'équipe de foot n'était pas terrible, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, je me suis mis au rugby à la fac, en fait. Et j'ai joué avec des types comme Jérôme Bianchi, d'ailleurs, qui était l'arrière de l'équipe de Toulon à l'époque. Faroudia, Foudigliani, qui étaient tous en national, qui étaient en première division, qui jouaient sur Hyères, sur Toulon. Et on a été champion de France de rugby. Mais moi, je courais très vite. Universitaire. Universitaire. Et moi, je courais très vite. Et donc, il m'avait mis 3 carrels. Et donc, il me donnait des ballons propres. Et puis, alors, je courais, et je faisais un cadrage des bords, et puis je marquais. Et puis, donc, on a comme ça été champion de France universitaire, avec une très, très belle équipe qui jouait très, très bien. Et c'était très sympa. Donc, ça fait 10 ans d'études merveilleuses, parce qu'on a gagné plusieurs fois le département de la région. Et puis, on avait battu d'ailleurs Toulouse en finale, Toulouse de l'UREPS. Alors, ça, c'est pour les souvenirs donc, de la découverte du sport personnel. Maintenant, pour ce qui est des grands champions, est-ce que vous étiez du style à avoir des posters dans votre chambre, à avoir des stars ? Non, pas du tout. Mais il y a des phases qui m'ont quand même marqué. Comme je faisais beaucoup de ski, il y avait l'époque de Kelly, quoi, à l'époque, quand il y avait les Jeux à Grenoble, c'est 68 à peu près, 68. Donc moi, je suis né en 59, donc j'avais 9 ans. Et de voir cette victoire, ce champion absolument exceptionnel, c'est lui qui a inventé, ou si c'est pas lui, en tout cas c'était à Grenoble, mais je crois que c'est lui qui avait inventé la position de l'œuf dans les dessins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les changements complets de position sur les skis, sur les quarts, sur l'obtraken quand on saute les bosses. Et c'était lui qui avait inventé ça. Et donc, je garde un souvenir assez phénoménal. Alors ensuite, il y a le doublé de l'Olympique de Marseille en 72. 72. Alors là, vous êtes assez grand. Vous avez l'âge pour apprécier, quoi, pour être comptable. J'ai 13 ans, je m'en souviens très très bien, parce que c'est une période où on était parti, enfin l'équipe était partie du Vélodrome pour aller descendre jusqu'à la mairie. Et donc, il y avait une espèce du Vélodrome par le Prado, pour descendre jusqu'à la Canebière, pour aller sur le Vieux-Port. Et donc, je me souviens très bien parce que je m'étais peinturluré en bleu et blanc. Et donc, on était debout sur les abribus. Alors, c'est pour ça que quand je vois les manifestations de supporters qui font un peu tout et n'importe quoi, j'ai toujours une pensée amicale, me disant finalement, je fais pareil. Alors, dans les grands souvenirs de sport, quand on a préparé cette émission, vous avez parlé de la finale de la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande en 2011. Ce fameux match où la France perd d'un point après avoir fait une Coupe du Monde assez médiocre et qui, d'un seul coup, se révèle. Vous avez assisté au match ? Oui, alors je fais un truc incroyable, c'est que mon fils joue au rugby, il a 16 ans. Moi, j'ai beaucoup joué, j'adore le rugby. Et donc, en février, je réserve la demi-finale et la finale. Et donc, on organise le déplacement et on part père et fils là-bas, à l'autre bout du monde, Eden Park, les Blacks, toute cette espèce de rêve, de truc du rugby chez l'autre côté du monde. Et quand la compétition commence, vu le niveau de nos Français, je dis mais je ne vais pas jamais les voir jouer. Bien sûr. Parce qu'ils ne vont jamais arriver en demi-finale, ils ne vont jamais arriver en finale. Donc, on ne va jamais les voir jouer. Et le hasard de la compétition avec c'est le sport fait en sorte que je me retrouve avec mon minot tous les deux à Eden Park en Nouvelle-Zélande pour la finale France-All Blacks. Alors ça, c'est un très très grand moment, humain, personnel, avec un superbe match. Un match plein d'émotions. C'est vrai que ça, c'était un moment très fort. Que la France aurait dû gagner, sans être chauvin, on peut le dire, battu 8-7. On aurait dû gagner, oui, tout à fait. On aurait dû gagner. On ne va pas critiquer les arbitres, c'est pas notre style, mais ce jour-là, moi j'étais un peu agacé. Mais bon, on n'a rien dit, on a fait comme si. Moi, je suis plus en colère contre les arbitres maintenant du foot que contre le rugby. Parce que je prêche pour ce qu'ils font au rugby. C'est-à-dire que finalement, ce système d'arbitrage vidéo... On va en parler, je sais que vous êtes Marseillais, moi je suis Lyonnais, alors donc on va peut-être s'engueuler. Mais toujours est-il que ce match OM-OL d'il y a quelques semaines, quelques jours, vous a bien agacé. On en reparle dans quelques instants, ce sera la deuxième partie de cette émission. Cette fois-ci, c'est la pratique aujourd'hui du sport par Renaud Muselier qui va nous intéresser. À tout de suite. Je ne vous le cache pas, c'est un plaisir cette émission Place au sport. On est avec Renaud Muselier aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne reçoit pas des imposteurs, on reçoit des politiques qui aiment vraiment le sport. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de vos convictions en matière de sport, mais il y a tellement de politiques qui vous disent oui, le sport c'est formidable, mais on sent qu'ils n'ont pas la grinta, qu'ils n'ont jamais rien fait en sport. Et là, Renaud Muselier va nous rappeler qu'il en a fait et beaucoup. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, Renaud Muselier, c'est de savoir comment un ancien ministre fait du sport, ou même quand vous étiez ministre d'ailleurs, comment vous arrivez à trouver du temps pour pratiquer. D'abord, est-ce que vous faites de l'activité physique ? Oui, j'en ai besoin physiquement. Alors, c'est pas du tout en compétition. Alors, quand j'étais ministre, c'était pratiquement impossible.
courir à travers le monde aux affaires étrangères. Donc, je faisais plutôt à l'arrivée quelques élongations après 10 heures d'avion pour se remettre un peu en forme. Mais c'est pas faire du sport, c'est juste arriver à être à peu près au moins pas rouillé à un entretien. Le sport donne naturellement une bonne condition physique. Quand on fait du sport, on a quand même un meilleur fond de caisse. Pour travailler, c'est quand même essentiel. Alors aujourd'hui, avouez. Aujourd'hui, c'est pas terrible. Je fais 2 fois par semaine. On a une dizaine de copains. On a un coach qui nous fait faire de la gym. D'accord. 1 heure. Il y a un match de tennis 1 fois par semaine. Et dès que je peux, je vais skier. Voilà, donc c'est pas quand même. Alors parlons un peu de l'implication à l'OM. J'ai vu que, alors pourquoi, vous allez m'expliquer, vous avez même été vice-président du club. Oui, alors 2 ans, parce que c'était assez sympa, cette histoire, assez surprenant. Quand on gagne les municipales en 95, c'est ce qu'on avait appelé à l'époque le ticket Gaudin-Muselier. Et donc on se retrouve avec la municipalité que l'on gère. Je suis premier adjoint du maire de Marseille. Jean-Claude n'est pas fondamentalement le meilleur connaisseur du football en général, alors que moi je connaissais bien les arcanes du club pour y avoir traîné, on en a parlé. Et donc Jean-Claude devient président, il me dit tu deviens mon premier vice-président, enfin tu deviens vice-président du club, parce que c'est premier adjoint, et je mets un certain nombre de conditions, parce que c'est un milieu dangereux, difficile, et on sait que le mélange de l'argent, des paillettes et du foot, c'est toujours très compliqué. Donc je mets un certain nombre de conditions, et on se récupère à ce moment-là le club en 2e division, puisqu'on est après l'affaire Tapie, on a été déclassé, on est en 2e division. Et c'est une époque où tout nous sourit, puisque on se débrouille pour remonter le club en 1re division. C'est pas si mal, il y a beaucoup de présidents de clubs. Et pour séduire un président Et puis on met le club à la vente. On a un certain nombre de partenaires qui viennent nous faire des propositions, et on choisit Robert Louis Dreyfus, ce qu'en aucun cas on regrette aujourd'hui. Alors donc on se retrouve donc finalement vice-président pendant 2 ans, et je me permettrai de souligner pour l'anecdote, mais je crois que c'est d'importance pour Marseille. Pas de corruption, pas d'histoire de voyous, pas d'histoire de contrats abusifs pendant notre période, pendant 2 ans. Nickel chrome. Comme quoi, ça peut être bien quand les politiques prennent les choses en main, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Est-ce qu'il y avait la tentation à ce moment-là, quand on a joué au foot, quand on a vraiment la fibre sportive, de donner un petit peu son avis C'est-à-dire que c'est pire que ça, c'est qu'on veut le donner. Ouais. On transpire partout, parce qu'on est tous à Marseille, on est tous des entraîneurs, des supporters, des joueurs, on est un mélange de tout à la fois, surtout quand on vit dans le club. Et on s'est imposé comme doctrine avec Jean-Claude Gaudin, c'est plus facile pour lui de le respecter, de ne jamais aller dans les vestiaires. Ah bon ? De ne jamais intervenir sur le sportif, et de ne jamais se rapprocher dans une ligne de porosité où on pourrait mélanger en fait le politique et la direction du club. Ce qui fait que nous, on a fixé les lignes, on a fixé les budgets, on a donné la liberté, ils ont gagné, ils sont montés, on a vendu. Mais du coup, j'étais assez privé de pouvoir descendre ou d'être traîné dans les couloirs et les vestiaires. Aujourd'hui, Vincent Labrune, président, est-ce que vous avez des relations avec lui ? Est-ce que vous restez proche du club ? Oui, je suis toujours resté très proche du club. En fait, j'ai toujours été très proche de Robert Louis Dreyfus. C'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et d'estime, qui a beaucoup investi dans le club, qui a beaucoup d'ennuis avec le club, qui s'est parfois trompé, parfois non. Il y a eu toute une série de présidents sous son autorité. Il s'est donné beaucoup de mal. Il aimait Marseille, il aimait le foot, et il voulait faire de ce club la place qu'il mérite, avoir un grand club. Il n'a pas toujours le succès qu'il souhaitait. Maintenant, il y a eu plusieurs présidents. Globalement, j'ai toujours eu, à quelques exceptions près, toujours de bonnes relations avec les présidents. Là, j'ai plutôt des bonnes relations avec Labrune, qui fait un bon boulot. Dans la suite, avec Margarita Louis Dreyfus et Labrune. Et le club, il est propre, il travaille convenablement, on a normalement des résultats qui sont à bonne hauteur, il s'occupe du club, et il s'occupe de Marseille, donc tout ça, mais fait en sorte que, je dirais que l'OM Marseille est un diamant, voilà, avec un certain nombre de facettes, et l'OM est une des facettes. Mais comme c'est une facette qui brille beaucoup, suivant comment ça se passe, ça fait du mal à la ville. Aujourd'hui, c'est pas le cas, tant mieux. Alors, vous étiez assez grognon, je vais citer quand même un tweet de Renaud Muselier. Zlatan, alors c'était à propos d'Ibrahimovic quand il avait eu cette phrase très très malheureuse
qui, disons-le quand même, n'était pas dans une conférence de presse, dans une interview. C'était un geste, vous qui avez fait du sport, d'énervement à la sortie du stade. Ce n'est pas une déclaration publique, évidemment. Parfaitement d'accord. Donc vous avez déclaré ce jour-là. Zlatan ayant présenté ses excuses, nous attendons maintenant les excuses de OM Lyon pour avoir faussé le championnat. C'est-à-dire que Zlatan s'énerve. Moi, je suis d'accord avec vous. Je le replace dans un contexte sportif, d'un sportif de haut niveau. Il n'est pas ambassadeur du football à travers le monde. Chacun sa place dans la vie. Et donc, c'est un sportif de haut niveau. Il dit une connerie, il s'est relayé, il n'aurait pas dû le dire, il s'excuse. Allez. Mais il dit sa connerie, sa faute qui est mal interprétée, parce qu'il estime qu'il y a un mauvais arbitrage. Les Bordelais vous expliquent exactement la même chose. Et quand on écoute le capitaine de Bordeaux en face, il vous explique qu'il y a un mauvais arbitrage. Donc, quelque part, c'est l'arbitre qui crée cette ambiance et qui fait dégénérer le match, ou qui fait dégénérer l'ambiance. À Marseille, contre Lyon, mais vous vous rendez compte des conséquences de cet arbitrage? C'est-à-dire, quelque part, il y a un but qui est marqué. Vous parlez de la faute sur le gardien, c'est ça? OM Lyon, oui, faute sur le gardien. On voit le Lyonnais qui veut... Mais regardez, en essayant d'être le plus objectif possible, le ballon, il passe la ligne, donc il y a but. Bien sûr, puisqu'il n'a pas sifflé la faute contre le gardien. L'arbitre, il est mal placé. C'est pas de sa faute, hein. Donc, mais on a mes consciences. Je n'en veux pas l'arbitre, il s'est trompé. Moi, j'en veux quelque part à la fédération ou à la FIFA, qui ne font pas comme au rugby. À Michel Platini. Un contrôle. Mais oui, j'en ai parlé à Michel. Il a une maison à Cassis, à côté de Marseille. On en a parlé 25 fois. Il ne veut pas. Je respecte, moi, c'est le patron du truc. Mais pour autant, regardez au rugby, vous marchez sur la ligne, ils vous mettent sur le grand écran, ils repassent le truc, et puis tout le monde se tait, et il n'y a plus de discussion. Là, regardez pour Lyon, on doit gagner, on prend 3 points. Le championnat, il n'est pas le même. Hein. Et la suite pour la Coupe d'Europe, elle n'est pas la même. Et les moyens financiers ne sont pas les mêmes. Ça s'équilibre, qu'il y a le plus et le moins. Mais le but du jeu, c'est d'être juste. C'est pas de faire en sorte qu'un certain nombre d'erreurs équilibrent une injustice. Vous avez raison. Et le sport, ça a une valeur quand même de comportement vis-à-vis de la population en général. On respecte les arbitres si les arbitres sont justes. Et c'est un des codes d'honneur du sport en général. Bon, ben, si l'arbitre, on lui tolère qu'il se trompe et que jamais ne présente aucune excuse, mais pourquoi on ne tricherait pas après tout, si on ne se fait pas prendre? C'est pas mon code de lecture. Qui dit Marseille dit l'OM. En 2005, vous étiez adjoint au maire et vous aviez présenté un projet de vélodrome couvert. Oui, bah c'était fait. Hein. Bah oui, je sais bien, mais c'est pas ce projet qui avait été retenu. Comment ça se fait? Parce que personne ne voulait en parler, en fait. Et moi, je pense qu'une ville, pour se développer, a besoin de grands équipements. Et d'essayer de prendre des moments d'importance au niveau... Marseille est une grande ville, c'est la 2e ville de France. M'en excuse pour le Lyonnais. En tout cas, c'est une métropole euro-méditerranéenne. Elle a besoin de beaux outils. Et notre stade, il a été très beau, mais il n'était pas confortable, il n'était pas opérationnel, il était vanté. Voilà, pour 98, premier match de la Coupe du Monde, quelle catastrophe. Il n'était pas adapté. Bon, on a profité de la Coupe d'Europe pour pouvoir refaire notre stade, et Dieu sait s'il est beau maintenant. Mais comme les politiques ne voulaient pas, parce qu'on ne savait pas qui le payait, je m'étais entendu avec Robert Louis-Dreyfus, d'ailleurs, qui lui-même voulait l'acheter et le faire, à l'époque, pour jeter une pierre dans le jeu politique local, en disant il faut couvrir le stade. Et qu'est-ce qui s'est passé aux municipales qui ont suivi? La totalité des équipes municipales, droite et gauche confondues, même le Front National, ils ont dit il faut couvrir le stade. Ben, je ne dis pas que c'est mon idée qui a été prise, parce qu'au fil du temps, ça s'est fait plus tard. Mais vous avez lancé le coup. Mais j'ai lancé le coup et le stade est couvert. Avant de... Et il est très beau d'ailleurs. Hein. Ah oui. Avant de voir quel sportif vous êtes, on va essayer de faire des comparaisons. J'aimerais parler quand même quelques instants de Florence Artaud. On a tous été bouleversés évidemment. Vous aviez écrit quelque chose d'assez joli. Vous aviez dit qu'elle était la fiancée de l'Atlantique, qui avait pourtant choisi de s'établir sur la terre ferme d'un des plus vieux ports de la Méditerranée, Marseille. Elle manquera profondément à Marseille, une ville qui l'aimait et à qui elle le rendait si bien. Oui, c'est une fille que j'ai découverte à Marseille. C'est une fille incroyable. Hein, attachante. Alors c'est un phénomène de caractère, c'est une fille, c'est pas une fille, un mec, un caractère, mais fondamentalement attachante et gentille, aimant les autres, avec une volonté, une énergie incroyable. Et elle s'était fixée à Marseille, elle aimait Marseille, elle vendait Marseille, elle expliquait que c'était beau Marseille. Pour quelqu'un qui n'est pas de chez nous, c'est très attachant. Et puis j'ai été aussi très impressionné par la chance qu'elle avait eue, cette Florence Artaud, quand elle était tombée de son bateau dans la traversée de la Méditerranée, et avec son portable qui n'avait pas pris l'eau, elle avait 2 nuits, sans voir le numéro, réussi à joindre son frère ou sa mère, qui avait envoyé Crossmed et qui l'avait repêché au large. Alors, quand vous avez des destins comme ça, c'est une fille exceptionnelle. Voilà. Donc voilà, j'ai un petit frisson en parlant, parce qu'elle était très attachante et
et toutes les qualités, cette fille. Alors, on termine cette deuxième partie par une question toute simple. On va vous montrer des sportifs. Et quels sportifs, hein, Paul Pogba, Thibaut Pinot, Marion Bartoli, Teddy Riner. J'aimerais que vous choisissiez celui, non pas que vous aimeriez être, mais celui que vous êtes en fait. Au fond de vous, quel tempérament avez-vous qui se ressemble par rapport à tous ces champions? On peut dire... je sais pas. Pas trop le cycliste quand même. Je suis plus proche du judo, je crois. Ouais. Ouais, Reiner peut-être. Reiner et le tennis, parce que... Le vélo, c'est un sport trop difficile, je me fais trop mal. C'est vraiment un sport que je n'aime pas. J'ai une admiration profonde pour les cyclistes. Ce sont des épreuves phénoménales. C'est une violence physique incroyable. J'aime bien le judo, parce que le judo, c'est un jeu. C'est un jeu avec notre adversaire. Donc, on doit montrer sa technique, mais on doit se servir des failles de la technique du voisin. Et c'est pas comme au vélo, même si c'est souvent un sport d'équipe, le vélo, contrairement à ce que l'on peut croire. Là, c'est vraiment un jeu contre un autre, et j'aime bien le jeu contre un autre, comme le tennis. Est-ce que tu es dominateur du personnage qui écrase tout Non, pas ça, c'est pas ça. C'est plutôt... D'ailleurs, le tennis, c'est pareil. Le tennis, c'est un jeu. Pour moi, le vélo, c'est une souffrance. Voilà, Bien vu. On va parler de vos convictions et de vos rêves de sport dans la deuxième partie. Là, c'est la mi-temps, en quelque sorte, de notre émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler de vos convictions. Je pense que vous en avez. Déjà la troisième partie de Place au Sport avec Renaud Muselier, ancien ministre aux Affaires étrangères, secrétaire d'État chargé des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Voilà, je ne me suis pas trompé. On va parler maintenant du côté plus politique, justement, avec Renaud Muselier. On a parlé de Marseille, on a parlé de l'OM, on a parlé de sa passion pour le sport, de son expérience sportive. Et bien maintenant, j'aimerais quand même connaître votre avis sur les politiques et le sport. Parce que, comme je dis toujours, il y a les imposteurs et les autres. Il y a les vrais, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, à l'époque Philippe Séguin, Jean Glavany, Renaud Muselier. Bon, je pourrais les dénoncer, entre guillemets, ceux qui vraiment, quand on leur parle de sport, on sent qu'il y a quelque chose derrière, qu'ils ont pratiqué, qu'ils ont une passion, qu'ils ont une fibre. Et puis il y a les autres, même Jacques Chirac, bon, qui fait semblant de connaître les joueurs de 98. C'était plutôt Never Sport, hein, lui. Comment ? No Sport, hein. Oui, exactement. Hein, mais il avait un sens populaire qui faisait en sorte exactement, que... Exactement. Alors, j'en ai oublié, là, qui sont les... Je sais pas, tiens, au Parlement européen, puisque vous êtes député européen maintenant, est-ce que vous discutez avec Daniel Cohn-Bendit des derniers résultats ? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous sentez une fibre sportive ? Dans la délégation française, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est révélateur quand même. Donc on ne parle pas trop de ça. Donc pas trop de sportifs chez les Français. Peut-être Lamassoure, il était sportif, je ne sais pas. Enfin, on n'en a jamais parlé. Chez les autres, pas trop non plus. Hein. Je parle des Français, là. Hein. C'est quand même révélateur. Chez les Français, on n'en parle pas trop. Le sport est très peu présent. Chez les socialistes, je ne vois pas très bien qui est sportif là-dedans. Enfin, en tout cas, on n'a pas parlé. Et j'en ai parlé par contre avec mes collègues allemands. Et d'ailleurs, on parlait du Bayern, de l'OM et de Ribéry. Mais avec mes collègues allemands ou portugais, espagnols, ma collègue italienne, mais c'est tout. C'est assez révélateur que vous parliez plus de sport avec les étrangers, si j'ose dire, qu'avec les Français. Alors, notre petit jeu, ça s'appelle Moi Président. Donc, je vais vous proposer quelques formules. Je peux vous dire un truc qui n'est pas sportivement correct ? Bien sûr. Ça ne va jamais se réaliser, alors. Hein, bon, ça, vous gardez l'entière responsabilité de vos propos. Moi, président, j'autoriserai l'agrandissement de Roland-Garros. J'y suis favorable. Pour plusieurs raisons. Un, si nous n'améliorons pas les capacités d'accueil, les qualités d'accueil pour ce tournoi majeur, nous le perdrons. Et donc, il est indispensable de faire en sorte que Paris et la France aient un stade à la dimension de cette organisation internationale. Alors après, on peut dire un certain nombre de choses. Bon, on n'est plus à l'époque de Lacoste avec son crocodile. Voilà. On est dans une compétition internationale. Et si on fait trop de bêtises, on le perdra. Et ne me dites pas que ça n'arrivera pas. On a perdu la F1 comme ça. Bon. Il y a un projet qui a, je ne sais pas combien, on est passé à 5000 places. Il y a les problèmes des serres à côté. Je connais moins bien le dossier que les Parisiens. Le Conseil de Paris vient récemment de relancer une enquête encore pour avancer. Je crois que le gouvernement Valls, là, il est d'accord. Je crois que Royal n'est pas d'accord. On est encore dans un schéma un peu compliqué à l'intérieur du gouvernement. Aujourd'hui, il y a un maire. Je crois que... Je sais même d'ailleurs qu'à l'intérieur de l'UMP, ils sont plutôt favorables.
Et je sais que Mme Hidalgo y est aussi, je crois, un peu plutôt favorable. Et je pense qu'ils ont fondamentalement raison de se mettre à haut niveau. Et donc, moi, je suis, oui, si j'étais président, je pousserais pour que ça se réalise. Moi, président, je serais en faveur des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Oui, mais en nuançant cette affirmation. Je continue dans ma logique de grands événements qui donnent de la valeur à un pays, à une ville. Nous, on a gagné Marseille, capitale européenne de la culture, l'an passé, non pas en présentant la candidature de Marseille, mais en présentant la candidature de Marseille-Provence, la totalité des villes de ce département. Et on a fédéré une démarche mécanique qui fait en sorte qu'on a été crédible, on a gagné. Ça nous a amené quand même 10 millions de visiteurs. Bon. Et ça a donné une image un peu différente que de ce que l'on peut voir parfois des bêtises que l'on peut voir que font nos compatriotes. Je pense qu'on a besoin de grands événements. Je pense que Paris ne doit pas le présenter comme une candidature arrogante et prétentieuse de Français suffisants, mais doit organiser autour de son leadership d'autres territoires qui vont venir abonder. Je donne un exemple très simple. Si on pouvait participer dans le cadre de la voile, par exemple, avec notre rade fantastique à Marseille, on pourrait faire la voile chez nous. On a les capacités d'accueil et ça coûterait moins cher pour tout le monde. Et je pense que ça renforcerait la candidature. TGV, c'est pas si loin que ça. Voilà. Moi, président, je ne laisserai pas l'UEFA bénéficier du droit à l'exonération fiscale pour l'Euro 2016 en France. Bah, comme ça, on serait sûr de ne pas l'avoir. C'est clair. Voilà. Je ne sais pas qui dans ce pays discute de trucs. On est dans un schéma international. On veut des compétitions internationales. Alors ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais on se plie aux règles internationales. Et on ne fait pas un truc franco-français dans un coin en croyant qu'on est seul à l'intérieur du monde et qu'ils sont tous heureux de venir chez nous. Ils s'en foutent de nous comme de notre première chaussette. Ils peuvent aller dans le monde entier et ils sont accueillis dans le monde entier. Il y a des règles, ils les fixent. On s'y plie ou on s'y plie pas. Et on s'y plie pas. Et je pense que de toute façon, rater ces événements, c'est des fautes majeures pour notre pays. Moi, président, j'obligerai les sportifs français à chanter la Marseillaise. Moi, je ne suis pas pour l'obligation comme je ne suis pas pour les interdictions. La liberté. Mais moi, président, j'essaierai de faire en sorte que dans les fédérations qui dépendent de nous, ou dans les ligues dans lesquelles on a des influences conséquentes, les formateurs, les initiateurs, les instructeurs, ils forcent quand même un peu nos enfants, ceux qu'on apprend à faire du sport, à respecter la France. On leur apprend à respecter normalement les arbitres, respecter les règles de leur sport. Eh bien, ils sont aussi pris en charge par des instructeurs français qui ferait bien, c'est le retour de la Marseillaise à l'école, tout simplement. Et donc, je ne suis pas pour les obligations, moi. Jean Lassalle, haut en couleur, vous le connaissez, le député, bien sûr, disait qu'il faut leur donner envie, tout simplement, quoi, susciter l'envie. Exactement. Exactement. Moi, président, j'interdirai les signes religieux sur les terrains. Est-ce que lui, président, pardon, est-ce qu'on les interdit dans la vie républicaine et laïque du quotidien? Je ne crois pas. Le problème du signe religieux, c'est qu'on est encore dans des compétitions internationales. Quand, par exemple, la Ligue de foot française, je crois que c'est la Ligue de foot française, interdit le voile sur nos terrains, la FIFA, elle l'autorise. Moi, je ne suis pas pour le port du voile. Je crois surtout, c'est que la République, elle est laïque, elle est une et indivisible, et chacun fait un peu ce qu'il veut. On se fout de savoir s'il est catholique, musulman, parce qu'on se signe après tout. Et quand on va au Barça à côté, les joueurs brésiliens, quand ils rentrent sur le terrain, ils se signent. Et on va leur interdire, quand ils viennent jouer en France, de se signer. Bon, c'est un problème très, très difficile à traiter. Pour autant, moi, je ne suis pas pour les interdictions, mais je suis pour le respect des règles et des lois. Vous savez, moi, président, quand je vois qu'on est qualifié, je crois que c'est la Coupe d'Europe en mettant une main, la faisant passer pour un coup de tête, et qu'on est tout content d'éliminer une équipe qui était plus forte que nous. C'était pour aller à la Coupe du Monde au Brésil contre l'Irlande. J'interdirais plutôt la triche, moi. Pour l'Afrique du Sud, pardon. Oui. Moi, président... ça nous a bien réussi, d'ailleurs, derrière. Moi, président, la France accueillerait un Grand Prix de F1. Ah ben oui, volontiers. Moi, je suis pour toutes les grandes manifestations internationales qui donnent de la valeur. Ça amène des heures et des heures d'antenne. Vous savez, nous, on a reçu la Coupe du Monde de football chez nous. Il faut voir ce qui s'est passé hein, quand on a reçu la Coupe du Monde de rugby chez nous. Quand on a mis les All Blacks, c'est moi qui avais négocié avec les Blacks à l'époque, avec la Passé, toute l'équipe des Blacks. Ils sont venus s'installer à Marseille, jouer à Marseille, ils s'installaient chez nous. Il faut voir l'enthousiasme que ça crée. Comme les All Blacks, c'est la plus belle équipe du monde, grâce aux Georgiens. Enfin,
On suit plus les Blacks que les Georgiens quand on suit la Coupe du Monde de rugby. On avait toutes les équipes du monde de télévision qui étaient là, qui regardaient les Blacks, qui voyaient nos installations, qui voyaient le stade, qui se promenaient dans la rade. C'est des images fantastiques pour la ville de Marseille. Il ne faut jamais rater des trucs comme ça. Pareil pour la F1. Allez, une petite pause et ce sera déjà la dernière partie de cette émission. Ce sont les rêves cette fois-ci. À quoi rêve notre invité aujourd'hui quand il pense au sport? Vous le saurez dans quelques instants. C'est déjà la dernière partie de cette émission avec Renaud Muselier, ancien ministre aux Affaires étrangères, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fait partager sa passion du sport. On va s'intéresser maintenant à ses rêves, avec des questions toutes simples qui vont vous permettre de faire de la prospective. Je vous demande par exemple l'événement sportif de vos rêves. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre comme événement sportif, pardon. Je sais pas... je suis très chauvin, donc je veux dire, finale de la Coupe d'Europe, qu'on gagne avec l'OM. Ça ne m'aurait pas étonné tout ça. Et l'événement que vous aimeriez voir organisé en France dans les années qui viennent? Là, c'est peut-être un peu évident. Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, j'aime pas bien les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, on a tellement de choses à montrer dans notre beau pays. Et puis, on est en pleine morosité, aujourd'hui en pleine déprime. Le sport crée quand même une dynamique, on pourrait faire plein de choses autour de ça, pousser les entreprises à avancer, initier des choses dans les fédérations, se servir comme d'un fil rouge pendant la durée de cette démarche-là. Les Jeux Olympiques, ouais, très bien pour la France. Les entreprises, vous les citiez, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises ont pris conscience de ce que le sport peut amener, à la fois dans les événements ou dans la pratique des salariés? Je pense pas. Je pense que les dirigeants en ont conscience, mais soit ils n'ont pas les moyens, soit ils n'ont pas la volonté. Pourquoi on est en retard comme ça en Europe par rapport aux autres pays? L'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, il y a une culture Je du dirais sport. que depuis quand même 20 ans, on matraque les entreprises les unes derrière les autres. Et on n'a jamais initié quoi que ce soit en faveur du sport ou de l'entreprise. Alors, il y a des contraintes, des obligations, la médecine du travail. Alors, vous étiez au pouvoir pendant assez longtemps, votre parti politique. Pourquoi ne pas créer le chèque sport comme il existe, le chèque restaurant pour que C'est une très bonne idée. Ben oui, mais c'est une très bonne idée, mais il faut le faire. Ben, on l'a pas fait. Ben voilà. La prochaine fois, on va le faire. Je n'ai pas dit ça, je ne suis pas plus président. Hein. Mais je veux dire, ce sont des initiatives comme ça qui permettent quand même... il y a un mécénat qui existe pour la culture dans les entreprises. On peut très bien fabriquer la même chose pour le sport. Hein. Donc, il y a différentes pistes de travail aussi. Et on a trop souvent pris l'entreprise pour une boîte à cash en tant que sponsor. Et on voit très bien d'ailleurs que certaines entreprises subventionnent le rugby, par exemple, parce qu'elles veulent donner une image à leur boîte, ou d'autres entreprises subventionnent d'autres sports qui deviennent des sports hyper médiatiques avec des moyens financiers conséquents, pendant que d'autres sont abandonnés. Il y a des équilibres à trouver là-dedans. Alors, j'aimerais que vous me racontiez un peu la finale de la Ligue des Champions. Quand on est Marseillais, OM Milan, ça fait partie du rêve absolu, du grand moment. Et vous étiez à Marseille, mais... Oui, alors c'est terrible parce que... je sens un traumatisme chez vous. Oui, non, c'est terrible parce que j'avais suivi bien entendu toute la saison, on avait cette espèce de rêve, d'ailleurs on connaît tout cela, je les connais tous très bien bien sûr. Et le problème c'est que Jacques Chirac, qui faisait le Tour de France dans le cadre de son organisation politique, avait choisi ce soir-là pour venir à Marseille. Et donc on n'avait pas pu changer la date. D'abord on ne savait pas qu'on serait en finale, donc on n'avait pas pu changer la date. Après le truc était engagé. Comme moi j'avais quelques responsabilités à ses côtés, je ne pouvais pas partir. Et je me souviens très bien d'une longue discussion avec Claude. Je lui ai dit, mais attends, on va regarder la Coupe du Monde quand même. Claude Chirac, bien sûr. Claude Chirac, oui. On va regarder quand même la finale. Et Dimeco, qui est d'ailleurs parti avec nous sur les listes après, là, je vois, c'est des grands moments de joie et de bonheur. Et finalement, on avait un dîner après notre réunion. J'avais dit à Claude, on mettra la télé dans le restaurant. Il m'a dit, non, on va pas mettre ça. J'ai dit, ça, je peux tout discuter, j'y vais pas. Je suis avec Chirac, il n'y a pas de problème, on va faire notre truc. Mais là, il y aura la télé. Il m'a dit, il n'y aura jamais la télé. Bon, il y avait la télé en plein milieu de la table. J'ai dit, comme ça, au moins, ça s'est réglé. Et on a suivi le match, et on a vibré après le match. Et surtout, ce qui était génial, c'est que, bon, même si j'étais pas là-bas, si on n'était pas là-bas, ce qui était génial, c'est que mes amis parisiens de ma famille politique ont vu ce que c'était la liesse populaire à Marseille le soir de la victoire. Ça peut compter. Et donc, on est sortis après. On est sortis dans Marseille. Et on a vibré avec les Marseillais, enfin eux plutôt avec les Marseillais, puisque moi je suis Marseillais, ce moment exceptionnel. Donc voilà, c'est un grand moment de joie et de bonheur d'avoir fait la fête à Marseille, un grand moment de déprime de ne pas avoir été avec eux, mais en même temps j'étais avec Chirac, donc tout va bien.
Oui, mais le problème, c'est que 2 ans avant, vous y étiez, à Bari, et là, ça ne s'était pas très bien passé. Je pense qu'on avait la meilleure équipe à l'époque. Hein. C'était Bari, on était en finale. Là-bas, mais dites-moi, Renaud Muselier, vous étiez le chat noir, alors, parce que vous êtes à Bari, ils perdent, et vous n'êtes pas là 2 ans après. Oui, mais enfin, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, en général, quand je vais au stade, là, la dernière fois, sauf dimanche, on gagne chaque fois que j'y vais. Donc, bon. Mais là, on avait cette équipe exceptionnelle. Regardez, Olmeta, Moros, Dimeco, Boli, Moser, Germain, Casoni, Waddle, Papin, Pelé. Oh, Fournier. On avait une équipe incroyable. Incroyable, on n'aurait jamais dû perdre. Alors, l'événement sportif que vous auriez aimé changer, où vous avez une petite baguette magique et vous changez le scénario. Qu'est-ce que je peux changer d'un coup de baguette magique Je ne sais pas quoi. Un coup de boule, non, qui vous a choqué. Oh oui, bien sûr. Non, madame, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr que voilà, ça c'est sûr que. Je dis ça parce que vous nous en avez parlé avant l'émission. Ouais, c'est le traumatisme, ça. Ce joueur Marseillais exceptionnel que tout le monde adore, qui est merveilleux, qui est un talent fou, qui fait une Coupe du Monde incroyable. On est en finale, on est contre les Italiens. Puis d'un coup, ça siffle. Il marque un pénalty d'une Panenka. Il marque un pénalty extraordinaire, il fait une Coupe du Monde fantastique. On est là, on doit normalement gagner. Enfin, en tout cas, on doit pouvoir gagner sur le papier, en tout cas. Puis même dans le match. Et puis, le mec, ça siffle, il sort, il y a un carton rouge. Puis on voit les images de ce coup de boule, c'est incroyable. Et puis on se prend tous devant la télévision, tous un coup de boule. Il y a 60 millions de Français qui se prennent un coup de boule. On est fracassés par ce qu'il fait là. Et on en perd tous. Lui, il perd. Nous, on perd. Il a cédé à, je ne sais pas quoi, une agression d'un abruti italien qui a dit des bêtises. Il s'est laissé. Enfin, c'est incroyable. C'est une histoire ahurissante. Si j'ai un truc là, ça, je le changerais. Voilà, parce que je pense qu'on aurait gagné. Et il a un tel talent qu'il l'a fait oublier. Mais quand même, putain, enfin, excusez-moi. Non, mais quand on est Marseillais, on a le droit. Voilà, à Marseille, ça ne veut pas dire la même chose qu'ailleurs, ce mot-là. C'est une ponctuation sympathique. Le sportif que vous auriez aimé rencontrer et que vous avez raté? Pelé, je pense. Pelé, parce que Pelé, c'est pour moi, je suis jeune, c'est un joueur génial, c'est le Brésil, c'est un autre continent, c'est des gestes incroyables, c'est un type merveilleux que je vois vieillir au fur et à mesure, qui vieillit bien, qui a une belle sortie de campagne, de carrière. La politique. Et qui est une personnalité, regardez, comme il est éminemment sympathique. Et il a une très belle carrière, c'est un grand monsieur. Voilà. Donc celui-là, j'aurais bien aimé le rencontrer. Ouais. Alors, on va vous demander maintenant, enfin on l'a demandé avant l'émission, de nous commenter ce qu'on va appeler votre 5 majeur des sportifs de l'histoire. Et vous avez mis dans ce 5 majeur justement Pelé, vous nous avez expliqué pourquoi. On va trouver également, on va le découvrir en images après Pelé, on va découvrir Jean-Claude Killy. Donc Pelé, on l'a dit, on a répété pourquoi vous l'aimiez. Et en deuxième position, si j'ose dire, dans ce 5 majeur, vous avez mis Jean-Claude Killy. C'est la modestie, c'est le talent, c'est la victoire, c'est la France, c'est tout à la fois, Killy. C'est un homme exceptionnel, c'est un skieur d'exception, c'est un cerveau remarquable, c'est un Français qui a toujours à tout assumer. C'était une époque où il était le pilote de l'équipe de France avec des skieurs qui gagnaient tout le temps, partout. Guy Perrier à côté de lui. Donc, et moi, j'étais tout jeune. Je l'ai rencontré après plusieurs fois parce qu'il était assez proche de notre famille politique. C'est lui qui a initié les Jeux d'Albertville. J'ai à la limite aussi, comme Pelé, c'est le talent incarné sur toutes les lignes. Voilà, donc il y a zéro défaut, que des talents. Donc respect. Alors, quelqu'un qui a un geste totalement esthétique avec une efficacité totale également, et c'est votre troisième sur votre 5 majeurs de sportifs, c'est Usain Bolt. Incroyable ce type. Ce type est incroyable. Il domine tout, l'impression que tout est facile, alors qu'il a dû souffrir. Il n'est pas drogué, il gagne tout, il se moque en ayant de l'humour de lui-même, un peu des autres, il sert son pays, il a un talent fou, il a tous les talents. Donc je reconnais que c'est le rêve du sport d'avoir l'air facile, alors comme vous le disiez, il doit y avoir des soirées, des nuits d'entraînement sous la pluie. Des souffrances incroyables. Et ça paraît facile. Et il fait ça comme s'il survole tout. Il est dans un monde où il n'est pas drogué, hein, quand même, c'est important. C'est un dieu du stade. Il s'entraîne tout seul dans un coin, dans un petit pays de rien du tout. Il tire son pays, il les fait gagner. Il gagne aussi en équipe toutes sortes de choses avec son équipe. D'ailleurs là, c'est contre les Américains qu'il gagne en finale, je crois. Et il le fait facile. Bon, grand respect. On continue, alors là vous redevenez farouchement marseillais, puisque juste au pied du podium de votre 5 majeurs, on retrouve le cercle des nageurs de Marseille.
Oui, mais c'est pas d'être Marseillais, hein, c'est un clin d'œil à un très beau club, vraisemblablement un des plus beaux de France, de par ses installations, c'est très bien placé, c'est un endroit absolument extraordinaire. Ah, c'est un endroit magnifique. Pour ceux qui connaissent Marseille, il n'y a pas un plus bel endroit que le Cercle des Nageurs. Voilà, donc il y a la mer, il y a différentes piscines, il y a une piscine olympique, et c'est le fruit d'un long travail du président du club et de son conseil, qui fait en sorte qu'on a quand même d'abord le water-polo à l'intérieur du club. 34 fois champion de France. Voilà, donc, je veux dire, c'est quand même un sport dont on ne parle jamais, mais enfin, en tout cas, ils dominent leur monde. Et puis, vous avez vu un peu qu'ils ont quand même Manodou, Bousquet, tous les grands champions français sont là. Donc, ils sont multiples champions du monde, ils sont multiples champions olympiques. Donc, c'est pour tous ces athlètes et pour nous, Marseillais, un grand moment d'émotion quand ils gagnent. Hein. Et puis, quand on les suit, quoi. On les suit, même s'ils ne sont pas de chez nous au départ, ils sont Marseillais, quoi. Hein. Allez, le sac majeur est complété par... C'est qu'ils avaient tous les médailles d'or. Et là, j'étais assez surpris aussi de votre choix, mais c'est un très, très grand champion. C'est Martin Fourcade. Alors, ouais, parce que on parle jamais... C'est un type que j'ai découvert je crois que c'était un de vos reportages, ou je ne sais plus. Il s'entraîne dans le froid, tout seul, toute l'année. C'est un sport, mais c'est épouvantable. Alors moi, le ski de fond, je ne vais pas le supporter à titre personnel, c'est trop dur, mais le froid... Par contre, je tire. Moi, j'adore le tir. Ah ouais. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que le tirer après avoir fait un effort physique ? C'est ça qui est formidable. Avec le cœur à 140. Alors quand on regarde ça à la télévision, on voit le mec qui arrive là, et c'est là, il se boum, 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 dans mes 5, terminé, il fait le cœur de cible, il s'en va. Et quand vous discutez, moi je connais pas, quand vous l'entendez parler, etc., c'est un beau cerveau, il est intelligent, il s'exprime bien, c'est une très belle valeur française, c'est un sport d'une difficulté incroyable, et donc je trouvais que c'était un personnage intéressant. Il nous reste 30 secondes pour la question. Vous n'avez pas l'habitude d'employer la langue de bois. Est-ce que ça vous dit d'être ministre des Sports un jour ? Est-ce que vous y pensez ? Non. C'est très difficile, en fait, dans ce pays, d'arriver à être ministre des Sports et d'avancer dans la vie politique. Quand on regarde tous ceux qui ont été ministres des Sports, en général, ils ne vont pas beaucoup plus loin. Et donc... On est un peu le dernier de la classe hein, au Conseil des ministres quand on est ministre des Sports. Et ils ont... Ça, c'est pas trop grave. Quel est le poids politique que nous avons quand on est ministre dans le domaine où on est ? Ouais. Et au sport, ils ont énormément de mal, les ministres les uns derrière les autres, quel que soit le gouvernement, à faire avancer le dispositif. Et donc, si jamais j'ai la chance, l'honneur surtout, d'être pris par le président de la République comme Premier ministre pour entrer dans le gouvernement, mon expérience, je souhaiterais la mettre à disposition, bien sûr pour les sports, mais surtout ailleurs. Merci en tout cas de cette franchise, de nous avoir dit tout ça, Renaud Muselier. Je rappelle que vous êtes député européen en ce moment hein, et que vous avez été donc secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Merci d'avoir partagé avec nous votre passion du sport. Merci pour votre invitation. Et merci d'être fidèle à Sport 365. Comme vous tous, passez une belle journée et on se retrouve bientôt pour un autre numéro de Place au Sport. Merci.